Жизнь в Норильске, она очень сильно отличается от жизни в других городах. Потому что действительно такое ощущение, что ты на Луне живешь. En ce qui concerne le statut de ville fermée, je sais pas si tu as essayé d'aller là-bas toi-même. Hein? Non. C'est ça, mais parce que tu avais l'air d'avoir cherché sur le sujet. Là, mais... Ben, j'ai juste lu à chaque fois que je lisais sur le film, c'est ça qui souvent qui était mis de l'avant. Ah, ok. Tu me demandes comme un peu juste ton expérience à toi, comment t'as fait? Ben, en fait, oui, c'est une ville qui est. Jusqu'en 2002, elle était fermée, y compris aux Russes. Là. Les Russes n'avaient pas le droit d'y aller sauf permis spéciaux, parce que c'est une ville considérée comme stratégique en Russie. À plusieurs égards. Premièrement, parce que à peu près 5% du produit national brut vient de là. Tous les métaux qui sont consommés en Russie, comme le cuivre, il vient à 100% de la ville. Le zinc, le cobalt, le palladium, le nickel, ça représente une grosse partie de l'économie russe. C'est une ville qui a 7 mines, plus de 18 usines, mais tu y arrives pas, tu y arrives que par avion. Il n'y a pas de route qui y mène, il n'y a pas de train qui y mène. C'est tout en haut d'une cercle polaire arctique, en plein centre de la Russie. C'est la ville la plus proche de 2500 km, Krasnoyarsk. Et Tomsk, vaguement à peu près autour. Et donc, si jamais il y a quelqu'un qui vient mettre une bombe dans l'aéroport, ben, la ville est fermée complètement, dans le sens qu'il n'y a rien qui s'y rend. Puis, parce que toute la nourriture est acheminée par avion tous les jours. Puis déjà que c'est fermé souvent, à cause des tempêtes. C'est comme nous, la première fois qu'on est allé, on est resté bloqué 5 jours à Moscou en attendant que l'aéroport rouvre en Norilsk, parce que c'était comme, il y avait une tempête majeure, fait que l'aéroport était out. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a l'autre facteur qui fait que c'est fermé, c'est que quand l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, c'était le chômage massif, l'économie s'est effondrée au complet, avec de la job nulle part, sauf à Norilsk, ça roulait encore 24 sur 24 parce que c'est un fournisseur mondial de minerais rares et ça n'a jamais arrêté. Et donc, dans toute l'ancienne Union soviétique, du Kazakhstan, Azerbaïdjan, Ukraine, Pologne, you name it, les gens comme immigraient massivement à Norilsk pour trouver de la job parce qu'il n'y en avait pas. Et donc, à un moment donné, ils ont refermé la ville aux étrangers, mais ça veut dire les anciens citoyens de l'Union soviétique, là, surtout pour éviter qu'il y ait un afflux de migrants qui viennent là. Parce que c'est une ville où tu ne peux pas te permettre d'avoir du chômage. Tu ne peux pas avoir des gens qui ne travaillent pas, qui vivent là, parce que les logements sont trop chers, la vie est trop chère, le chauffage coûte cher, les infrastructures de la ville coûtent cher, tu as un problème social, c'est les bras. Donc, ils ne vivent à Norilsk que les gens qui travaillent. Donc, la ville a toujours voulu stratégiquement fermer son accès pour contrôler la démographie. Là, c'est extrêmement cher maintenir une ville comme ça. Voilà. Il y a d'autres affaires, il y a des sites Norilsk, il y a eu des sites de tests nucléaires dans les années 70 majeurs, là, ce qui fait qu'il y a des zones irradiées un peu partout autour. Il y a des histoires de giles nucléaires qui sont encore stationnées là. Fait que, c'est une ville, il y a beaucoup de rumeurs, de secrets, de choses autour de cette ville-là. Et c'est pour ça que c'est fermé. Donc nous, comment on a fait pour y aller? Ça a été long, parce qu'évidemment, je ne parlais pas russe au début. Maintenant, je comprends très bien le russe et je ne le parle pas trop mal. Mais au début, c'était extrêmement difficile de réussir à trouver les façons de se faire inviter, parce qu'il faut se faire inviter. Il faut recevoir une invitation par des gens qu'on ne connaissait pas et qui ne nous connaissaient pas. Là. Fait que, on a réussi, à force de recommandations, j'ai écrit à des photographes russes qui étaient allés, puis qui m'ont dit tu pourrais peut-être parler à lui pourrait peut-être faire de quoi pour toi. Puis, bref. Je passe ces détails, mais ça a pris 2 ans. Parce qu'en fait, on doit se faire inviter par un organisme enregistré au fédéral en Russie à l'immigration. Le dossier à l'immigration, ça prend quasiment 9 mois. Après ça, c'est la police secrète de Russie, donc le FSB, qui doit valider ça. Ça prend un autre 6 mois. Pendant ce temps-là, tu ne sais pas si tu peux partir, tu ne sais pas si tu peux monter ton équipe. Puis à partir du moment où ils te disent OK, tu ne peux pas changer tes dates. Fait que tu bookes une équipe sans savoir si tu y vas. Les dates ne peuvent pas changer. Puis ben, pour le financement, ça a été quasiment impossible, parce que personne ne nous disait... au début, c'était complètement embêtant quand on est allé parce que tout le monde nous disait oui, c'est intéressant, mais allez-vous pouvoir le faire? Fait que ça marchait pas. Est-ce que le fait que tu es un Québécois qui est allé tourner en Russie, ça a-tu apparu comme. Tu sais, tu fais pas un sujet québécois? Du point de vue de eux autres? Oui, des financiers au Québec, je sais pas trop. Ben, c'est sûr que le monde de financer un film ou de justifier ton film, c'est toujours les gens,
surtout aujourd'hui, là, les gens veulent que le film soit comme, que tu connaisses ton sujet intimement, parce que les gens disent, ah, ben, si tu connais son sujet intimement, va être capable d'amener de l'émotion. Genre, tu fais un film sur ta grand-mère, forcément, tu as de l'émotion, tu sais, je veux dire, obligé, là. Si tu es handicapé paraplégique, ben, tu fais un film sur les handicapés paraplégiques, donc il y a de l'émotion, tu le vis, tu connais ton sujet. Là, c'est sûr que moi, j'avais rien, aucune connexion avec la Russie, j'avais rien qui me liait, je suis pas un fils de mineur de BTB, je suis pas... j'ai rien qui me lie particulièrement à ça. Puis les gens disaient toujours, mais pourquoi? Puis en fait, j'arrive jamais à vraiment le dire pourquoi. C'est dans le sens que je suis un passionné d'histoire, de géographie, quand j'ai commencé à lire sur cette ville, ben, j'ai fait comme, mon Dieu, mais c'est fascinant à tous les égards, comment ils ont conquis cet article-là avec tout ce qui s'est passé là-bas. J'ai toujours été fasciné par ça. Tous ces destins, j'ai toujours eu l'impression qu'en Russie, c'est un pays où tu croises une personne sur deux, il y a une histoire tragique derrière, là, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, que ce soit le goulag, que ce soit les déplacements de population, les mélanges, Fait que cette ville-là, qui est une espèce de Mad Max industriel au milieu de nulle part, avec ces gens-là qui sont là, ça me tentait en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc oui, j'avais pas de connexion particulière. Donc les gens sont toujours surpris de ça. Mais on essaie de passer à travers ça. Et en Russie, oui, est-ce que les gens disaient, mais qu'est-ce que tu fais là en tant que Canadien, tout ça? Ben, pas de temps, les gens comprenaient que c'était une ville spéciale. Ils savaient, hein? Oui, puis... Ben, dans le film, ils disent un peu, ils savent qu'ils habitent une place, là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, puis c'est pas tant qui tu es, parce que moi, je sais que je suis Canadien, moi, je suis moitié français aussi, puis je me sens Canadien, mais est-ce que je représente le Canada quand je vais là? Non, je représente moi avec ce qui m'intéresse moi, puis avec mon rapport aux gens, puis les autres, les gens ont tout de suite vu que ça allait bien se passer avec nous autres, qu'on allait... Ils nous invitaient à manger, on jasait, on était devenus très amis avec eux, fait qu'après ça, d'où je viens, c'était pas important, c'était plus qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire ensemble sur place, puis ça a pris le dessus, là. Vous voyez, je fais des extrêmement longues réponses, mais ça vous permet de méditer une question de votre côté pendant ce temps-là. Mais une mine, ça dure à peu près 20 ans maximum. Québec. Ça fait 80 ans que ça roule. Puis ça va encore durer un autre 100 ans, probablement. Il y a pas de minerai que ça. Oui. C'est, dans le monde, on dit qu'il y a deux comme flasques, là, deux espèces de gros gisements qui sont des anomalies géologiques. Là. Il y a le Congo, en Afrique centrale, puis il y a là-bas. Par exemple, je suis allé visiter la mine de Malartic, puis je suis allé visiter... À la BTB, il y en a plein de mines. C'est ça, mais j'ai visité Malartic, puis je suis allé aussi à Shefferville, dans les mines de l'Aria aussi. Puis effectivement, à chaque fois, tu sais, la mine, elle dure 15 ans, après ça, on attend un repreneur. Si le cours du dollar monte, ben là, ça devient rentable de réinvestir dans la mine, puis d'en faire un autre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais généralement, pas tant que ça. Effectivement, c'est du 20 ans. Puis dans le monde de l'industrie minière, en ce moment, on parle de fast mining, là, versus le slow mining, qui est le fast mining, tu sais que tu as un gisement, tu l'exploites au maximum, puis tu t'en vas après 15 ans là-dessus parce que tu maximises tes investissements, alors qu'avant, typiquement, la mine, ben, tu as fait durer 30, 40 ans, mais ça vient avec des infrastructures que tu installes, une population qui se déplace, des choses, tout ça. Là-bas, comme je vous dis, il y a 7 mines. Puis à 7 mines, il pourrait y en avoir 40, là, parce que l'affaire, c'est qu'après ça, il faut qu'ils quittent, il faut qu'ils construisent de nouveaux développements, etc. Pour vous donner un exemple, à Malartic, dans une tonne de boîtes qui sortent de la terre, là, il y a 5 grammes d'argent, 5 grammes d'or. Puis à Malartic, ils vont dire que le 5 grammes d'argent paye les frais de la mine, le 5 grammes d'or, c'est les profits. Là-bas, dans une tonne, là, ils vont dans une mine qui s'occupe de nickel. Le nickel, ils vont ramasser 500 grammes. Puis ça, c'est ce qu'ils font. Mais en même temps qu'ils ramassent 500 grammes de nickel, ils ramassent 30 grammes d'or, 30 grammes d'argent. Puis ils le jettent. Parce qu'ils ne le traitent pas. Ils ne le convertissent pas. Il y a une mine qui fait aussi de l'or et de l'argent sur place, mais c'est comme secondaire. Fait qu'il y a tout là-bas. Zinc, cuivre, cobalt, palladium, nickel, cuivre. Tout est là dans la même terre, c'est les mêmes filons. Partout où tu creuses, c'est comme l'Arabie Saoudite pour le pétrole. Là, il y a tout. Fait que, effectivement, présentement, ils disent que dans les mines qu'il y a actuellement, ils en ont pour 40-50 ans. Après, il faut faire des développements plus loin. Mais ils sont déjà à moins 2000 mètres, hein, sous terre. C'est dans ces mines-là. Puis ça, c'est la limite. Au-delà de ça, c'est trop chaud ou le sol fait en sorte que les roches sont moins bonnes ou je sais pas quoi. Fait que là, il faudrait qu'ils aillent plus loin. Mais ça engendre des coûts supplémentaires. Fait qu'il y aurait de quoi continuer. Le truc, c'est que ça serait rentable ou pas de continuer de creuser pour aller chercher ce qui reste autour, je sais pas. Ça va dépendre. Ouais.
Moi, j'ai beaucoup aimé le film. C'est très fascinant. C'est un univers qu'on ne connaît pas. Ouais. À part le seul lien, c'est que mon père déjà habitait à Val d'Or, tout ça. Ouais. Puis, tu sais, il n'y a pas plus de lien que Ouais, ça. ouais, Mais je sais pas si c'était un sujet qui m'intéressait. Je sais pas, le côté hivernal qu'on a aussi en commun avec eux. Là. Ouais. Je sais pas, je trouvais ça intéressant Ouais. de voir ça 9 fois par année. C'est quand même incroyable. Ça, c'est quelque chose de particulier parce que, concrètement, on a filmé le film en 2014 et en 2015. Puis les gens disent toujours en regardant le film, mon Dieu, qu'il fait froid là-bas. Nous autres, on sait qu'il fait froid, mais là-bas, c'est. Mais en 2014, quand on tournait, il faisait plus froid à Montréal que là-bas. Fait qu'il y a quelque chose de particulier dans une image et dans du son, là, de mettre du son de vent, puis tout ça, qui donne l'impression que c'est plus froid, mais concrètement, il faisait moins 12, moins 15. Cette journée-là, mais non, moyenne. en général, 2014, Ok. tous les 2 mois qu'on était là. OK. Par contre, Tu parles de moins 27 là, dans les temps, donc c'est pas pire ça. ouais, par contre, la deuxième année, en 2015, quand on est venu, c'est vrai qu'il n'a jamais fait plus chaud que moins 35. C'était toujours moins 35, moins 45. Donc là, on s'est dit, effectivement, là, c'était... Mais c'est drôle parce que les scènes qu'on pense sont les plus froides, c'est pas forcément le cas quand on regarde. Ils se sont baignés où? Alors, ce lac-là, c'est un lac qui est au centre de la côte de Norris, puis il gèle jamais parce qu'ils appellent ça le lac technique, eux autres. Parce que c'est des tuyaux de rejet d'usine autour. Qui sont... fait qu'il y a des gros tuyaux partout qui traversent des usines d'enrichissement puis des fonderies qu'il y a partout autour du lac. Là. Puis, fait que ça gèle jamais le lac à cause de ça, les tuyaux sont là. Fait que eux autres, la joke, c'est que ça, c'est le lac technique ou le lac de Mendeleïev, du nom du scientifique qui a fait le tableau des éléments, là, tu sais, que c'est lui qui a nommé tous les métaux, ben, il dit c'est ça, c'est le lac où tous les métaux sont dedans. Puis le propriétaire du petit club où les gens vont faire de la nage, tu sais, en Russie, c'est très populaire, ça. C'est des clubs sportifs, là, des saunas avec des rivières où ils vont nager, tout ça. Là. Ça, c'est très populaire en Russie. Et le gars, il a une mini station d'épuration grosse de même. Il y a une espèce de petit truc qui tombe dans l'eau, une mini turbine, puis lui, il dit que c'est propre. C'est juste comme genre. En tout cas. Là, t'es brillant. Ouais. Tu t'illumines. Souvent, les médecins, quand tu as des maladies liées à la pollution, ils vont te signer un papier, ils vont te dire, tu sais, toi, il faudrait que tu te tonifies, là, va faire des baignades dans le lac. Ouais. Sinon, tu vas t'es resté combien de temps en tout là-bas? 2 fois 2 mois, parce que c'était les limites des permis. 2014, 2 mois, 2015, 2 mois. Après être resté 2 mois, on se sent comment là-bas? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a quelque chose, on dirait que c'est très figé comme Nous, c'est parce qu'effectivement, si, mettons, j'avais une job là-bas, comme eux, ils disaient à la blague, si tu veux rester plus longtemps, trouve-toi une job dans la mine, puis viens-t'en ici. Là. Un Canadien, t'aurais-tu le droit d'aller travailler? Non, ok. Il y a des Canadiens qui travaillent pour Norris Nickel. D'ailleurs, aujourd'hui même, il y a une fille qui vit à San Francisco pour une compagnie canadienne qui fait des logiciels là, de programmation de camions et de machinerie lourde. Là. Puis eux, ils vont régulièrement là-bas. Quand ils ont entendu parler du film, ils m'ont dit on veut le voir absolument, machin. Donc c'est une compagnie montréalaise là, qui a son siège social à San Francisco, mais en tout cas. Puis ils ont 4 Canadiens qui vont tous les ans là-bas. Mais y a pas de... non, je peux pas travailler là. La Russie, c'est un des pays les plus rough au niveau de l'immigration, tu peux juste pas. Là. Mais comment on se sent? Ben, c'est-à-dire, c'est ça, si je vivais là à longueur d'année, moi, juste peut-être que je trouverais ça déprimant possible. Nous, par contre, on tournait 14 heures par jour, on était invités tout le temps. Nous, on avait du fun, sérieusement. Moi, c'était comme les plus belles années de ma vie, presque. Non, on était toujours en train de se faire inviter. C'était même problématique pour le foie, là, je vais vous dire, parce que c'est pas vraiment un mythe, l'alcool. Là, La vodka, oui. Ouais, non, la vodka, ça y allait au toast. Puis, il y a quelque chose de fun dans cette ville-là. C'est bizarre, l'architecture russe, là. C'est qu'il y a des grosses avenues, puis il n'y a pas de maison, évidemment, c'est tous des blocs comme on voit dans le film. Mais les blocs, ils font des quadrilatères comme ça, mais au centre, c'est des cours intérieures. Ça, c'est pas déneigé, fait que ça s'accumule, mais quand vous marchez à travers ça, ils n'entendent rien, il n'y a pas de voiture, on se sent comme bien, là. Je sais pas, moi j'ai des très bons souvenirs de ça. Après ça, l'hiver, on ne sent pas la pollution parce que fait moins 40, mais il n'y a pas de pollution dans l'air parce que la pollution monte. En été, c'est même pas respirable. Mais le premier plan où est-ce qu'on voit le nuage au-dessus de la ville, l'hiver c'est super beau, les plans sont vraiment, vraiment jolis. Puis là, dès qu'on tombe en été, c'est encore plus déprimant en été. En En été, c'est ça, c'est
une dompe industrielle. C'est vraiment ça. Là. Puis autour, c'est des marais, c'est la toundra. Là. Mais tu sais, il n'y a rien de sec. Là. Tu peux pas, partout où tu marches, tu t'enfonces, c'est des tourbières, c'est l'Arctique. Là. Il y a des moustiques en juin, ça a l'air, c'est pas les moustiques de l'Estrie, c'est plus la BTB, là, mais même 8 fois plus, là, c'est comme ça à coup de jouac, c'est des nuées, là, tu peux pas. Puis ensuite, tu as 2 semaines qui fait comme 6 à 8 degrés, puis ensuite il reneige. Mais dans ces 2 semaines-là, c'est ça, c'est les moustiques, puis le gaz, c'est la des villes, ils ont 15 ans d'espérance de vie de moins que la moyenne russe. Hein. C'est à ce point-là, Aussi, comment tu as réussi à rentrer en contact avec les gens là-bas? Comment tu as réussi à les rencontrer puis à souper avec eux, etc.? Je vais vous dire, ça se passait extrêmement simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'étrangers en rue. On était l'attraction locale. Je veux dire, partout où on allait acheter notre poisson, notre vodka, notre pain, parce qu'il y a plein de petits dépanneurs. Ça a beaucoup changé. Il y a 20 ans, il n'y avait pas un supermarché en Russie. Aujourd'hui, il y a partout. Il n'y a pas aucun problème à s'approvisionner de quoi que ce soit. Même des trucs bio. Mais les gens nous sautaient dessus, là, ils nous prenaient en photo partout. On était invités, comme je vous dis, on était invités en permanence. Moi, il y avait des personnages que j'avais spotés à l'avance, comme par exemple la metteur en scène du théâtre, elle venait d'être nommée. Fait que j'avais vu un article dans le journal, puis j'ai fait « Oh, elle m'intéresse, elle, parce que son premier projet, c'était de faire un opéra sur le goulag. » J'ai fait comme « Ah, ben, puis peut-être qu'on pourrait suivre les recherches en même temps qu'elle les fait, puis arriver dans l'histoire, tu sais. » Au début, le projet, c'était d'arriver dans cette ville-là, puis être comme sur la Lune, c'est-à-dire vous allez découvrir en même temps, comme avancer avec les premières impressions, puis au fur et à mesure de découvrir la couche d'histoire qui est en dessous. Puis finalement, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on a trouvé l'autre personnage de Sacha, l'éditeur photographe, qui Les 2 livres, là. Ouais, c'est ça. Lui, il nous a. Lui, on l'a rencontré à la fin du premier voyage, puis la metteur en scène ne voulait pas parler de sa pièce, c'était tabou pour elle, puis elle était vraiment sous une grosse pression d'administration de ne pas faire ce projet-là. Donc, c'était comme le sujet tabou, puis c'est seulement à la fin du 2e voyage qu'on a commencé à pouvoir travailler avec elle. Puis depuis, elle a fait sa pièce, elle a été présentée à Norris. Donc l'histoire, ça m'échappait. Entre autres, les historiens locaux qu'on a interviewés mais qui ne sont pas dans le film, sont des gens qui nient l'existence du goulag elle-même. Les gens à avoir publié une histoire du goulag là-bas nient son existence. T'sais. Puis il n'y a presque rien, il n'y a pas de traces. Fait que moi, j'étais un peu désespéré. J'étais comme, mais voyons donc, comment ça se peut qu'il n'y ait personne à ce point-là, qu'il y ait autant de mythes, tout ça. Wow. Tu as trouvé les dessins, là. Les dessins, ça, c'est grâce à mon... Joséphina, là. Eufrosynia, ça s'appelle. Drôle de nom. C'est ça, ben elle, c'est Sacha qui avait le seul livre. Personne ne connaissait ce livre-là à Norris. Pourtant, c'est un livre fondamental sur l'histoire de ce qui s'est passé. Il y a quand même eu 700 000 personnes qui sont allées dans ce camp-là. Là. Puis il n'y a personne qui le connaissait à Norris. On l'a trouvé chez un bouquiniste à Moscou. Le livre est rupture de stock. En tout cas, bref, on l'a ramené au 2e voyage. Puis chaque personne qui venait chez nous, on mettait le livre en avant là, pour que les gens qui rentrent chez nous, ils voient le livre. Puis les gens ils capotaient, ils disaient bon, j'avais jamais entendu parler de ce livre-là, etc. Il y a quelque chose de vraiment malsain dans le rapport à l'histoire là-bas. Ouais. Est-ce que tu as eu comme des représailles ou quelconque problème avec les autorités russes? Parce non. Que j'imagine, vu que tu dois avoir un certain permis pour rentrer dans la ville, pour que tu expliques ton documentaire. Est-ce que tu niais le fait que tu essayais de découvrir l'histoire derrière? Pas du tout, parce qu'on a déposé un dossier de 40 pages où on disait tout ce qu'on voulait faire. Hein. Nous, on avait déposé un dossier de... Moi, je savais que la pire place où je devais me faire pogner avec un visa je suis pas bon, puis c'est une ville secrète en Russie. T'as juste pas le goût que... T'as le goût que si t'y vas, t'auras pas de problème, parce que c'est comme... Il y a tellement... Moi, j'étais jamais en Russie avant de faire ce film. C'est comme bizarre, d'ailleurs. Ce que je connais de la Russie, c'est cet endroit-là. Là. Je connais pas tellement le reste. Donc, il y a un drôle de phénomène, mais je veux dire, je n'allais pas me mettre dans la gueule du loup. C'était en plein milieu de la guerre d'Ukraine, qu'il y a eu en Ukraine, les guerres qu'il y a eu en Crimée. Il y avait une paranoïa géante dans le monde entier sur la Russie. J'allais, moi, dans une ville secrète dans l'Arctique. Je me suis dit, mon Dieu, s'il m'arrive de quoi, s'ils nous pognent, s'ils nous... J'aurais trouvé le goulag. Ouais, c'est ça. Non, parce que la blague locale, c'est qu'en plus, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire des Pussy Riot, là. Oui. Tu sais, bon, ben elle vient de Norris, la chanteuse du Pussy Riot. Hein, Oui. Tolnikova, je ne me rappelle plus son prénom, mais elle est née à Norris. Ah oui? Oui. Ah, ça, je savais pas. Hein. Elle est née à Norris, elle a quitté à l'âge de 17 ans, comme tout le monde.
Puis là, ensuite, elle a rejoint un groupe d'avant-garde d'art contemporain à Saint-Pétersbourg. Puis au début, c'était un groupe qui s'appelait un groupe d'art contemporain de performance, là, qui s'appelait Vaina, ce qui veut dire guerre. Puis ils faisaient des trucs complètement absurdes. Genre, à un moment donné, ils ont fait une action. Là, ils avaient installé un pénis géant sous le pont des écluses de Saint-Pétersbourg. Fait que quand les écluses montaient, il y avait un pénis qui montait géant pour dénoncer le machisme, phallocratie russe ou whatever, etc. Ils ont tous été immédiatement incarcérés. Ils ont fait une orgie sexuelle dans les bureaux du ministre de la Défense la nuit en bravant le code. C'est une espèce d'affaire de fou. Ils avaient déjà un historique avant qu'ils fassent leur chanson, pas leur vidéoclip punk dans une église. Là. Mais quand elle a été arrêtée et qu'elle a été envoyée en prison, la loi sait que quand on t'envoie dans des camps pénitentiaires, comme c'était le cas, elle a été envoyée, elle, en Sibérie, dans sa région. Donc elle était dans un camp à côté de Krasnoïarsk, la capitale de la région de Norilsk. Et je veux dire, c'est des camps où concrètement, ils sont habillés en pyjama rayé, là, comme dans les dessins animés, puis ils vont casser des cailloux toute la journée dehors. Oui. Les camps nazis. Non, mais c'est vraiment ça, et c'est, je veux dire, elle-même a écrit une lettre ouverte là, pour dénoncer ça, et c'est ouvertement reconnu que ces camps-là sont à peu près les mêmes qu'il y avait à l'époque. C'est juste qu'ils sont maintenus en vie, ils sont nourris, là, mais c'est à peu près la seule différence. Fait que là, quand tu filmais en 1953, les drapeaux, là, ouais. t'exposais pas à des problèmes? Ben ouais, on a eu peur cette journée-là parce que c'est lui qui insistait pour ressortir le drapeau et nous montrer exactement ce qu'il avait fait avec son équipe. Puis moi, je comprends pas tout en russe, là, c'était la première année. Fait que là, mon interprète me dit « Ouais, là, on le suit. » Je lui dis « Mais pourquoi il amène le drapeau, là? » Puis elle me dit « Non, mais c'est parce qu'il veut te montrer où est-ce que c'était. » Tout ça. Mais je dis « Oui, mais là, c'est où qu'on va, là? » Puis je veux dire, parce que le bâtiment du FSB est là, c'est comme genre... si le gars s'est fait arrêter pour ça, nous, on a une équipe d'étrangers qui le filme refaire une action interdite, peut-être pas une bonne idée. Ou en tout cas, il faudrait s'en parler avant. Il dit « Ah, pas le temps de penser, vas-y! » Puis on est arrivé sur le toit, puis le toit donnait exactement, on voit le building Norilsk Nickel qui nous regarde direct en face, puis le bâtiment de la police secrète est à gauche. Puis on était là sur le toit, fait c'est pour ça qu'il ne le déploie pas complètement dans le film, c'est parce qu'à un moment donné, je lui dis, tu sais, soulève-le, mais commence pas à l'ajuster de même. Il y a un gros gardien qui vient leur dire qu'ils ont une amende s'ils n'enlèvent pas le drapeau. Hein? C'est pas un gardien, c'est un agent du MVD, c'est la police. C'est la police. Police, la SQ. Fait que ouais, il y a des situations comme ça qui nous ont été envoyées. Après ça, nous, tous les 2 jours, on faisait un rapport à la police. Hein. Il fallait tous les 2 jours, on écrive avec qui on parlait, qu'est-ce qu'on faisait, tout ça. Puis la personne qui nous invitait devait aller en personne confirmer nos dires à un agent de la police. Donc, tu sais, c'est un climat de paranoïa qui fait en sorte que, tu sais, les Russes, par exemple, ils me reprochent que le film est trop neutre. Beaucoup de Russes qui voient le film, hein, ils me disent, le film est trop neutre, tu montres pas assez les oligarques d'aujourd'hui, l'opulence, les riches, qui, tu sais, comme... Le propriétaire de la compagnie, c'est un des plus gros milliardaires sur Terre. C'est dans la top 10 des fortunes mondiales. Il possède une équipe de la NBA au basketball aux États-Unis. Il possède toutes sortes d'affaires. Il y a un club à Poutine? Ben non, il est dans le club des Poutine pourrait les éliminer assez vite. Là, parce qu'il fait partie de la vieille garde des oligarques. Puis il marche sur des œufs avec Poutine depuis quelques années. À un moment donné, il y a eu une accalmie. Mais... En tout cas, ce propriétaire-là avait même été arrêté en 2008 en France dans une piscine remplie au champagne. Il faut le faire, remplir une piscine au champagne. Hein. Je ne pensais pas que ça se pouvait, mais en tout cas, c'est le cas. Fait qu'il se baignait dans cette piscine remplie au champagne, puis il y a la police française qui est venue l'arrêter pour trafic de prostitution. Parce qu'il il faisait des parties chez lui dans les Alpes, là, puis il faisait venir des prostituées du monde entier, ça a l'air, par avion. Fait que ça fait un autre film, ça? Non, mais un autre film, non? Un film, je pense, difficile à faire, là, tu sais, comme genre... Peux-tu me refaire la piscine? Est-ce que... c'est pas ton premier film? Si, c'est mon premier film. Ok, le premier. Ouais. As-tu déjà une idée d'un prochain, une idée... je suis en train de tourner le prochain. C'est quoi? Ben, je suis encore embarqué dans un truc qui me dépasse complètement, là, mais on tourne en Arménie, en Azerbaïdjan. Entre autres parce que, c'est ça, j'ai appris la langue, je suis complètement devenu un fan de ce continent-là, l'Union soviétique, etc. Puis il y a tellement d'histoires incroyables là. Puis à Norilsk, j'ai rencontré un Azéri qui me parlait de la situation difficile dans son pays, de la dictature. Puis l'Azerbaïdjan, c'est comme une Corée du Nord, mais que tout le monde dit que c'est une belle démocratie. Il y a le Grand Prix maintenant à Bakou de Formule 1 qui se passe, il y a des centaines d'événements parce qu'ils ont du pétrole puis ils arrosent le monde entier. Là. Mais concrètement, c'est la Corée du Nord, l'Azerbaïdjan.
Fait qu'on fait un film avec des résistants là-bas, c'est vraiment pas facile. Comme la vie du ski. Puis en même temps, avec le conflit identitaire avec l'Arménie, la guerre qui est là, puis en même temps, tous ces gens-là qui, pour fuir tous ces problèmes-là, se pitchent sur les routes de la migration. Fait qu'on fuit des migrants du Caucase, là, Arménie, Azerbaïdjan, en Russie, dans des chantiers où ils sont Arméniens et Azéris travaillent ensemble sur des gros chantiers, puis réussissent à un peu déplacer le conflit, leur relation de guerre, puis tout ça, parce qu'ils travaillent ensemble. Puis... Fait que là, par exemple, en 2018, c'est la Coupe du Monde à Moscou là, de soccer. Là. Fait que moi, je suis en contact avec des employeurs qui engagent des Arméniens puis qui les font venir. Là. Fait qu'on les suit, puis on travaille sur les chantiers avec eux autres. Puis... C'est un gros truc, là. C'est un autre gros machin. Je sais pas pourquoi je fais ça. Toujours financé au Québec. Hein? Toujours financé par le Québec. Bah, pour l'instant, c'est financé par moi, dans le sens que Okay. tout mon salaire de mon dernier film est passé dans le tournage qu'on vient de faire en Arménie. Fait que là, c'est ça, l'hiver arrive, je suis cassé. On attend des bourses, là. On essaie de se dire, ah, ben, j'espère que le fonds me rembourser un peu. C'est ça. En documentaire, si tu tournes pas, tu fais pas de démo, tu peux pas avoir d'argent. T'sais. Fait qu'il faut que tu investisses, puis c'est ça. C'est ça. Mais ça nous fait voyager, puis prendre des risques. Ce film-là va se faire remarquer, tu dis c'est bien nickel, puis tu vas les retombées, voyons donc. En tout cas. Il a déjà fait une bonne couple de festivals. Ben en fait, pour un documentaire, moi je suis assez content, parce qu'effectivement, il est resté 3 semaines, il est encore une troisième semaine à la Cinémathèque, il est au Cinéma du Parc, il est à... ben, il y a des gens comme vous qui veulent le présenter, il y a des... j'étais à Rimouski, la salle était pleine, c'est comme le fun, là, les gens, au début on se dit mais c'est qui ça va m'intéresser, puis en fait finalement ça marche plus que des documentaires sur un truc très québécois, là, je sais pas si... C'est ça, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose que c'est comme on parle du Québec, donc automatiquement ça intéresse, mais en fait si on parle pas du tout du Québec, peut-être ça intéresse autant, là. Ben, c'est vraiment original, les risques, là. Ouais. Écoute, c'est... Moi, à la base, je savais même pas que c'était un documentaire québécois. Ah. Tu sais, j'avais juste vu, puis j'étais bénévole au festival, puis je voyais le trailer de temps en temps. Ok. J'étais comme, ça a l'air malade, là. J'avais aucune idée c'était quoi. Il y avait juste une TV qui jouait des images en boucle, puis je voyais comme, c'est les prints des festivals américains. Ouais. Donc moi, j'avais aucune idée que c'était québécois, puis il y a une esthétique, puis il y a comme une touche qui... Comment je pourrais dire ça? Quand tu vois les images du film, quand tu vois un peu le montage, tu as l'impression que c'est un film qui est à très gros budget, un gros film documentaire. Quand tu vois le trailer ou quand tu vois le film? Ouais, c'est ça. Mais quand on voit le trailer, ça. Ah oui. Ben, le film aussi, mais je veux dire... Bon, on était 3 là, honnêtement, dans un appartement ça soviétique. super bien sorti. La plomberie fuyait, puis j'étais une caméra à 4000$. Là. Ouais, mais ça a super bien sorti. Là, ça avait l'air très professionnel, ça avait l'air d'être En fait, par une équipe qui... je vous dirais qu'on a essayé de tourner ça. Moi, je viens de la fiction, moi j'ai étudié en fiction, puis je voulais sur son centre des trajectoires des personnages, je voulais qu'on suive les gens, puis qu'on les tourne un peu comme une fiction. Je voulais pas un documentaire où on assoit quelqu'un sur une chaise, puis on fait des gros plans comme ça. Il y en a dans le film un peu, mais j'ai essayé de les mettre dans ce que j'appelle mon setup confession, là, avec le micro dans, tu sais, comme s'ils se confiaient à un micro, puis j'aimais ça crée encore plus une intimité avec nous autres, tu sais, ils parlent dans notre micro, puis on filme qu'on est là en train de filmer le micro aussi, là. Mais je veux dire, ouais, on a essayé de comme, chaque fois qu'ils nous disaient quelque chose, qu'on le fasse quelque part avec eux, puis... Aussi, il faut dire que le Noril, ça nous aide, c'est l'Arctique, fait que la lumière est jamais comme à midi, mettons, c'est à la place de midi Gamelin, tu sais, comme que t'as des ombres comme ça, la lumière est toujours douce, puis en même temps, peu importe où tu filmes, l'architecture a quelque chose de spécial, il y a toujours une lampe jaune, rose, mauve, verte allumée quelque part qui donne ce côté un peu étrange, tu sais, c'est... Bravo. Est-ce que tu as une dernière question ou quelque chose ou... Est-ce que c'était un défi technique? Est-ce que ça a été difficile à tourner dans les conditions? Peut-être pas en 2014, là, c'était doux quand même, mais... Si, quand même, ce qui est particulier, c'est que c'est l'Arctique, fait qu'entre autres, tu peux pas quitter la route. Fait que moi, des fois, je cherchais des points de vue, je cherchais à aller un peu plus loin. Ben, dès que tu marches, là, c'est comme, il y a 10 mètres de neige, c'est comme, tout le monde me disait, non, sors pas de la route, tu vas t'enfoncer, tu vas, je sais pas à quel point c'était vrai, mais en tout cas, à chaque fois qu'on voulait marcher dehors, là, les gens me disaient non, fais surtout pas ça, j'ai l'impression qu'il y a des sables mouvants. Puis c'est vrai que quand il fait moins 40. Il n'y a pas de raquettes là? Ouais, non, c'est vrai qu'on aurait pu tourner en raquette, là, j'imagine.
Fait que, tu sais, puis aussi, par exemple, le camion, quand on fait les shots à l'extérieur, on a un espèce de camion qui nous amène, c'est un ami là, qui nous prêtait sa vanne, puis c'est une vanne avec chauffée à l'intérieur, avec une chaufferette dans la vanne. Là. C'est juste que là-bas, si tu coupes le moteur, il repart pas après. Fait que peu importe où on allait, c'était gossant pour le son, parce qu'il fallait comme se mettre à 500 mètres du camion, sinon tu entendais toujours en arrière la vanne qui restait allumée, des détails comme ça. Mais chaque fois qu'on allait quelque part, on disait au gars, parque-toi un kilomètre plus loin, puis reviens dans 30 minutes. Fait que, puis pendant ce temps, on se les gelait, tu sais, puis c'était comme... Les personnages là-bas, ils sont pas très habillés, là. Fait que, Hey, tu making of? Je vais le faire, ouais. C'est des trucs C'est hallucinants. vrai que tu me racontes là, ça pourrait être intéressant, le making of. Non, mais Je pensais des- pas, il me semble que ça serait... Non, mais il y quand a même. des trucs de fou dans le making of. Des gens qui, à un moment donné, on a filmé un concours d'hommes forts, par exemple. Le moustachu, là, il fait des haltères. Là. Oui, oui. Puis, première journée qu'on le rencontre, on va chez lui, c'est parti, la vodka, le poisson cru, le salami, tout ça, puis, on boit, on jase. Puis il dit, ah ben, j'ai un ami qui participe à un concours dans la ville là, d'hommes forts, là, des concours de la mine, là, on va l'encourager, on arrive là. Puis là, on arrive avec la caméra, puis soudainement, on fait, bah, c'est fucking le fun, on va tourner, let's go. Puis on a filmé lui en train d'applaudir comme un débile ses amis. Puis c'est tous des gros Russes bâtis là, qui font des. Puis c'était fou parce qu'en plus, il y avait des hymnes nationaux à chaque fois que quelqu'un faisait le truc. Il y avait des drapeaux partout, c'était malade. C'est pas dans le film finalement, je sais même pas pourquoi on l'a pas mis dans le film. Mais là, à un moment donné, il interrompt tout. Puis là, il y a un monsieur en cravate, puis il y a 4 filles en robe traditionnelle, genre ukrainienne, là, qui arrivent avec des cadeaux sur un truc, puis ils viennent nous. Nous, on est en train de tourner, puis ils nous annoncent au micro. Là, ils nous font monter sur le podium, puis ils nous remettent des cadeaux, puis ils disent grand réalisateur canadien, applaudissez-le! Puis là, ça a duré 10 minutes, la cérémonie, là. Mais c'était comme ça à tous les jours. Partout où on allait, ils interrompaient tout, puis ils saluaient les invités étrangers. Puis... Il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Hein? Il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Et il y a cette espèce de tradition soviétique, tu sais, rideau de fer, là, pendant 80 ans, il n'y avait rien. Là. Quiconque venait était automatiquement encadré par les officiels, la parade des officiels qui t'amènent partout. Ben nous, on avait vraiment l'impression de citer ça partout. Là. On a tourné à l'école aussi, c'est pas dans le film, mais je veux dire, on arrive à l'école, on avait demandé la permission de shooter dans la classe de l'adolescent. Là, il disait la classe, son cours était à 10h30. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils ont engagé 3 équipes de nettoyage pour refaire l'école au complet. Là. Ils ont repeint l'école parce qu'on arrivait là. Ensuite, ils ont repeint l'école. Là, les mineurs, eux, ils disaient quand vous êtes allés dans la mine, probablement qu'ils ont repeint la mine. Nous, chaque fois que nous, il y a un visiteur qui arrive quelque part, on les maudit parce qu'ils nous font refaire la place au complet. Fait, ils ont repeint l'école. Ensuite, notre élève, là, il était dans une classe, mais ils ont viré tous les mauvais élèves, ils ont mis les meilleurs élèves des autres classes, puis ils ont tous mis ensemble dans le même cours. La prof, ils sont allés la chercher dans une autre école pour qu'elle vienne donner son cours. Puis elle fait semblant de les connaître. En plus, ils l'ont briefé qu'elle joue le jeu de faire comme si c'était sa classe. Là. Puis après ça, nous, vous voyez comment il est, l'ado, là, il était très cynique tout le temps, puis il est venu pendant le cours, il n'arrêtait pas de poser des questions, il disait « Madame qu'on connaît pas, c'est quoi là? » Puis elle disait « Ah bon, tu vas arrêter toi ou je te punis? » En tout cas, c'était absurde. Mais ça, c'est à 10h30 quand on l'a filmé. Mais à 8h30, il y avait 20 personnes de la ville, les sous-directrices au maire, des adjoints des coms, tout ça. Puis à 8h30, 4 bouteilles de vodka, le poisson, le truc. On est arrivé dans la classe à 10h30 sous comme des bottes, là. Avec le maire, avec la... C'était délirant, là. Tu sais, c'était comme genre... Fait que tout ça, c'est dans le making-of C'est... que je veux sortir, là, bientôt, Donc, là. ça va être une belle expérience dans ta vie, quoi. Ah non, mais c'est fou, là, tu vis ces trucs-là. En fait, t'es constamment dans une espèce de fable bizarre. Là, c'est comme genre... Ouais. Bon, ben, Tu merci d'être venu. Merci. Merci merci beaucoup. François. Merci. Merci.